Ronde, il fallait donner un titre, mais donc ça a été Guillemin et la philosophie de l'histoire, mais je suppose que c'est un sujet un peu tiré par les cheveux, parce que Guillemin n'est pas un théoricien, donc dire qu'il a une philosophie de l'histoire, on peut tirer de la lecture et du travail de Guillemin des éléments effectivement de philosophie de l'histoire, discuter sur son rapport avec le marxisme, par exemple, qui est quand même assez intéressant. Mais à écouter les différents intervenants aujourd'hui, il me semble qu'il y a une question qui est plus importante et qui est celle de savoir quelle nécessité de lire et de relire Guillemin maintenant dans la situation qui est la nôtre. Qu'est-ce que Guillemin nous apporte dans sa manière de travailler, mais dans les intuitions qui l'ont guidé tout au long de son travail? Parce que Florence, c'est vous qui avez parlé de flair, il sent des choses avec énormément d'intelligence et de pertinence. Je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'il y ait un travail d'érudition autour de son travail, ou de ses bouquins. Mais en revanche, l'idée que ce qu'il a fait, ça peut nous servir, ça peut encore être utile dans les combats politiques qui sont les nôtres. Bon, voilà, c'est autour de ça que j'aimerais que les différents intervenants donnent leur avis, et j'accueille, et j'en suis très heureux, Edouard Plenel qui a pu nous rejoindre et dont l'appui ne s'est pas démenti depuis que je suis allé le voir par l'intermédiaire de Laurent Mauduit il y a de cela évidemment déjà un petit bout de temps. Donc voilà, l'œuvre de Guillemin est considérable. Peut-être pas toujours d'un intérêt égal, mais considérable. Et d'un point de vue historique et d'un point de vue politique, qu'est-ce qui vous semble utile de retenir de son travail? Voilà, je vous donne la parole comme ça, on peut peut-être suivre Florence Gauthier, si je vous donne la parole volontiers en premier. Eh bien, me voilà très honorée. Vous pouvez. Donc, qu'est-ce qui est utile dans l'œuvre d'Henri Guillemin? Ce qui m'apparaît le plus utile, c'est que c'est un éveilleur, c'est quelqu'un qui réveille, c'est quelqu'un qui gêne, c'est un gêneur, c'est quelqu'un qui met les pieds dans le plat. Et ça, c'est très précieux pour les historiens qui ont une douce tendance au conservatisme, sur tous les plans. Et je pense que c'est la fonction de personnes comme Guillemin qui permettent effectivement, dans des œuvres qui sont plutôt du genre pamphlet, libelle, c'est ça que je trouve le plus intéressant chez lui, et qui répondent à un moment donné, dans un contexte précis, par exemple, c'était le bicentenaire pour prendre son petit livre sur Silence aux pauvres, et il met les pieds dans le plat, et il est vraiment un éveilleur. Et c'est moi, quand je l'ai lu au bicentenaire, quand il est sorti, quand il était publié, j'ai trouvé ça tout à fait merveilleux d'avoir quelqu'un qui a une sensibilité, de l'intuition, du flair. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a du flair. Vous avez raison. Je ne crois pas qu'il faille le passer au peigne fin de l'érudition. Il y a des erreurs, il y a des choses. Bon, c'est évident, c'est clair. Il n'est pas historien au sens académique du terme. Mais c'est je vous dis, un réveilleur. Et sa fonction, c'est vraiment cela. Et moi, je le trouve merveilleux là-dessus. Tout à fait important. Alors, je reprends le Silence aux pauvres concernant l'histoire de la Révolution française. La Révolution française a une longue histoire, des interprétations extraordinaires, des calomnies extraordinaires qui montent au-delà de l'Himalaya. J'ai toujours été surprise par ces calomnies. Au début, je me mettais en colère. J'ai fini par comprendre qu'il fallait respecter les Himalayas et qu'il fallait les comprendre. Et c'est vrai, c'est très important et c'est très intéressant. Alors, comme vous avez vu, aujourd'hui, on a eu quelques épisodes de présentation d'Himalaya, enfin de certains sommets de l'Himalaya sur certains sujets.
Et c'est tout à fait intéressant. Un historien aujourd'hui ne peut pas faire un travail simple, simplement, dirais-je, d'aller chercher dans les archives la vérification des choses. Il faut qu'il fasse un double travail. Un travail, bien sûr, de recherche des sources, mais également un travail de critique de l'historiographie pour savoir où il est, pour savoir où on en est. Comment voulez-vous que l'on comprenne quoi que ce soit l'histoire si on a le préjugé, par exemple, sur la question du déterminisme économiste, ou des préjugés aussi imposants, aussi himalayesques, qui vous empêchent de voir, qui vous empêchent de comprendre. J'ai rappelé ce matin, dans mon intervention, que Robespierre avait formulé, en accord avec le mouvement populaire qu'il suivait de près, il avait formulé des concepts tout à fait extraordinaires, tout à fait passionnants. Le concept de droit à l'existence comme premier des droits de l'homme, le concept d'économie politique populaire. Bon, j'en reviens pas sûr, on a déjà parlé, on sait ce que c'est. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que pendant 2 siècles, on s'en est même pas rendu compte. Et qu'il y a même des coquilles dans les éditions de ces œuvres. C'est quand même formidable, il faut le faire. Hein, faut le faire. Et voilà, alors, Guillemin, c'est quelqu'un qui attire l'attention sur des problèmes de ce type-là. La Révolution française a été interprétée au XXe siècle comme une révolution bourgeoise. Alors tout est devenu bourgeois, les factions bourgeoises qui s'entretuent, qui se massacrent, le peuple lui-même devient bourgeois, petit bourgeois, les sans-culottes des villes et des campagnes, etc. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'étonnant, de surprenant. Alors, d'où viennent ces préjugés? Il faut en faire l'histoire. C'est vrai, l'historien doit aussi étudier les différentes strates de l'Himalaya qui est monté très haut. Bon, voilà, je peux m'interrompre peut-être pour l'instant. Merci. Je crois que, Plenel, quand c'est au moment des célébrations de Napoléon que vous avez écrit un article en disant « Mon Dieu, si Guillemin était là ». Oui, cet article s'appelait, bonjour à tous, l'affaire Napoléon Bonaparte. C'était en effet un hommage à Guillemin. En quelques mots, autour de cette complicité qui fait que Mediapart a soutenu cette réunion et va accompagner son compte-rendu, est disponible pour accompagner toutes les initiatives que vous pourriez prendre, comme un lieu participatif, comme un carrefour, comme un lieu de rencontre. Je voudrais dire pour moi, qui n'est pas la compétence de tous ceux qui ont parlé depuis une journée, qui suis, comme nous tous, autodidacte de ces questions, dans une sorte d'autodidaxie citoyenne, dire en quelques mots ce qui fait pour moi l'éminente vitalité plus qu'actualité de Guillemin. Autour de quelques mots, le mot respect, le mot vaincu, le mot exil, distance, et pour finir le mot pouvoir et donc contre-pouvoir. Comme journaliste, j'ai été amené à essayer de penser, de réfléchir à ce que je faisais et à la matière que je traitais. Ayant gâché mes études universitaires, j'ai rattrapé cela par un livre d'histoire qui est paru dans une drôle de période, qui fera sourire certains d'entre vous, puisque c'est paru en septembre 1985, aux pleines révélations de l'affaire Greenpeace, et où personne ne se demandait quel rapport avec ce journaliste déplaisant, qui cherchait des secrets inutiles peut-être, et c'est ce livre qui s'appelait « La République inachevée », qui est une sorte de thèse sur l'histoire du système scolaire français, l'État et l'école en France. En exergue, il y avait 2 citations, l'une de Michelet, qui pourrait être un autoportrait de Guillemin. « L'histoire, qui est le juge du monde, a pour premier devoir de perdre le respect », 1856. Et la deuxième citation est une citation de Walter Benjamin, qui est au cœur des catastrophes du siècle européen qui nous a précédés. « Il n'est aucun document de culture qui ne soit aussi document de barbarie ». Pour moi, ces 2 citations renvoient un peu à cette maïeutique de Guillemin. Ne pas être dans le respect, ne pas être dans le conformisme, ne pas être dans le suivisme, ne pas être dans la révérence, et chercher derrière les apparences des vainqueurs, en clair,
les apparences des victorieux, les apparences de ceux qui écrivent l'histoire, les barbaries qu'ils cachent, et donc aller sur le chemin des vaincus. Silence aux pauvres, ce n'est pas assez rappelé. Le premier titre auquel il avait pensé, c'était Éloge des vaincus. Et Florence Gauthier, comme d'autres historiens qui sont là, dit comme vous les travaux, fait partie de ces historiennes qui ont montré combien, en suivant cette piste des vaincus, on suit les potentialités de notre présent. Quand on prend la Révolution française autour de la question coloniale, autour de la question de l'esclavage, autour de la question des femmes, autour de la question des bras nus, on pose des questions d'aujourd'hui. Donc cet éloge des vaincus, qui est derrière, au fond, le respect que nous avons pour cet historien qui pense que l'histoire a pour premier devoir de perdre le respect, est pour moi d'une éminente actualité. En clair, il y a des vaincus victorieux. Et comme je crois, comme tous ceux qui ont un peu, et nous l'avons tous, une sensibilité poétique aux signes comme cela, les locaux de Mediapart sont près du carrefour de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue Crozatier, où il y a une plaque sur une vieille maison qui est là au moment de ces événements. C'est les événements de décembre 1851, où nous retrouvons notre adversaire dont je vais parler, des Bonaparte. Et le 3 décembre 1851, c'est la dernière barricade, et c'est la barricade sur laquelle se fait tuer le député Baudin. Vous allez voir comment on meurt pour quelques francs, je ne sais plus si c'était 20 francs par jour. Et le peuple avait lâché ces députés qui avaient accompagné la répression des journées de juillet 1848. Baudin, qui avait 40 ans, qui était Panthéon maintenant, et qui est un grand inconnu, était à la gauche de l'Assemblée républicaine, s'était perdu, le coup d'État s'est joué dès le 2 décembre, bien moqué par ce peuple qui lui disait, c'était le quartier ouvrier, le quartier des artisans, le quartier des ateliers, qui lui disait les députés, la politique, il dit vous allez voir comment on meurt. Et il meurt, et dans cette mort inutile, en fait, elle sera un flambeau. À l'autre bout de la rue, il y a Victor Schœlcher qui voit cela, qui va la raconter à Victor Hugo. On retrouvera l'histoire dans l'histoire d'un crime. Et après, quand de l'Escluse lancera à la fin du Second Empire, dans sa période libérale, le réveil, eh bien, on n'avait pas le droit de faire des réunions publiques, eh bien, on fera des banquets. On fera des banquets pourquoi? Pour le monument à Baudin, des souscriptions. Et le monument à Baudin, et ces statues, sera le symbole de la reconquête des idéaux républicains. Mourir pour des idées et, au fond, laisser cette trace. De l'Escluse, qui lui-même est mort sur une barricade pendant la Commune de Paris. Donc je dis ça juste parce qu'on pourrait continuer. Il faudrait demander à la mairie de Paris de faire une visite touristique de Paris en s'intéressant aux vaincus. On passe sur la place de la Bastille et la crypte qui est en dessous n'est pas visible. Mais la crypte, il y a 500 dépouilles d'ouvriers et d'artisans du Faubourg Saint-Antoine, justement. C'était les Trois Glorieuses, 1830. Et ils sont morts pourquoi? Pour la liberté de la presse. Ce qui prouve que ces questions démocratiques contre les ordonnances de Charles X, ces questions démocratiques ne sont pas indifférentes aux questions sociales. J'ai dit respect vaincu et je voudrais parler de l'exil et de la distance. Je trouve qu'on ne souligne pas assez ce retrait suisse de Guillemin. Pourquoi j'ai fait? Je sais pourquoi, parce que nous avons traité récemment. Les lapsus, non, pas tout à fait, non. L'autre histoire. Mais, et je dis j'y suis sensible, se trouve que j'enseigne à l'université de Neuchâtel, à des étudiants en journalisme, et chaque fois que je vais à Neuchâtel, je pense à cet exilé dont vous savez tous l'immense popularité qu'il a en Suisse. Comment il a, à lui seul, été une université populaire par la radio et par la télévision, au point que récemment, venu à la retraite, un de ces jeunes qui accourait à ces réunions et qui avait des engagements à l'extrême gauche, vient de sortir une passion méconnue, comment il essayait de convaincre Guillemin de faire une biographie de Léon Trotsky, donc pour montrer comment il est au cœur de toutes les passions minoritaires qu'il peut y avoir dans cette confédération suisse. Et je dis ça parce que, pour moi, il faut interroger cette idée de l'exil, de la distance. Comment aimer son pays, c'est parfois l'aimer malgré lui. C'est parfois être en dehors, c'est parfois le défendre contre lui-même. Et je dis ça dans ces moments où certains prétendent faire le tri de qui aime ou qui n'aime pas, et qu'est-ce que c'est qu'un patriote. Et que parfois, au fond, Guillemin, pour moi, dans ce retrait, qui ne m'empêchait pas de revenir
retenir dans le Mâconnais, bien sûr. Mais dans ce retrait, il y avait cette idée, au fond, qu'il faut exiger son pays, et qu'aimer son pays, c'est l'exiger, que le critiquer, c'est l'aimer, et que le vouloir par cette exigence, c'est ça l'amour qui a de la hauteur, et non pas cet amour qui est en fait un amour où on n'aime pas le pays tel qu'il est, tel qu'il vit, etc. Et je pense que c'est l'exil, la distance qui le permet. Parce que derrière cette idée de l'exil et de la distance, il y a une phrase dans son Zola où on pense tout de suite à lui, quand il explique ce basculement de Zola où il dit alors il était au risque de tous les périls de l'argent et de la gloire. Et c'était aussi éviter ça. Enfin, je voudrais terminer par cette question du pouvoir. Si j'ai fait ce billet une fois louant le travail d'Utovie sur Guillemin, c'est évidemment dans un contexte politique français qui ne nous a pas quittés. Je pense que la immense actualité de Guillemin, c'est qu'il est l'historien qui nous arme contre ce qui fait toujours notre malheur, le présidentialisme français, le bonapartisme, le césarisme, sur la longue durée. Et je dis ça pour ceux qui ont trouvé que j'ai été trop sévère avec François Mitterrand, je sais qu'il y en a dans la salle. Je pense que j'ai été fidèle jusqu'au bout, y compris contre lui, au Mitterrand d'opposition, au Mitterrand du coup d'État permanent. En clair, dans sa critique de ce césarisme, de ce bonapartisme que la Ve République prolonge, mais nous savons bien que c'est une histoire autrement longue, et il nous le rappelle, et dans sa façon de démasquer Bonaparte, Napoléon, il en démasque le ressort social. Il montre combien derrière ce verticalisme, cette personnalisation confondue avec une illusion de grandeur, en fait, c'est une diversion pour protéger les droits, pour protéger les dominants, pour protéger les droits des dominants, pour protéger les prédateurs, les oligarques. Et il lie cette diversion. C'est la fin, c'est la chute de Silence aux pauvres, avec l'essentialisation du national comme exclusion face à l'étranger, et comme fuite dans la guerre, et comme fuite dans la violence contre d'autres peuples. C'est important parce que moi qui suis un peu péguiste, par d'autres côtés, je peux trouver que Guillemin a été un peu, parfois, trop sévère, trop vindicatif dans sa critique de Péguy. Et en même temps, je donne raison à Guillemin, évidemment, sur le fond de la divergence politique, c'est-à-dire le basculement à partir de 1906 de Péguy dans cette exacerbation du national. Vous seriez surpris, les jeunes qui sont là, de se dire qu'un auteur comme Péguy pouvait écrire des phrases disant que les Allemands, c'était les barbares, et que nous étions la civilisation. C'est-à-dire une vision d'un autre peuple, comme étant, évidemment, en soi, un ennemi et un adversaire. Pas à cause d'une politique, pas à cause des actes de ses dirigeants, mais en soi, par essence. Et combien des esprits intelligents, sophistiqués. Et je dis ça parce que nous allons être dans ce centenaire l'année prochaine. Et il faudra combattre ce que l'on va mettre en scène autour de cela. Parce que, regardez, écoutez la radio de service public, qu'est-ce qu'elle vous dit depuis quelques semaines? Le grand jeu concours, c'est à l'orée du centenaire de 1914, pour quels idéaux êtes-vous prêts à mourir? Et je dis ça parce que Guillemin, interpellant Péguy, qui dit à un moment, à une époque on mourait pour la République et maintenant on en vit, et Guillemin lui dit, alors, comment, il faudrait toujours mourir pour la République? Et ce ne serait pas bien de la faire vivre? D'avoir la paix dans la République et le dialogue et la conversation? Qu'est-ce que c'est que cette idéalisation de la République? Ce serait le sacrifice, ce serait mourir, ce serait donner sa jeunesse, etc. Et c'est des phrases qui vont être d'actualité dans ce qui va se jouer là, dans ces temps, vous le savez bien, de tentation, de guerre des mondes, de guerre des civilisations, de guerre contre d'autres. Et donc je voudrais souligner ça, et j'avais prévu de vous dire autre chose, mais que je garde pour un autre colloque. Je vous convie, que Mediapart accompagne aussi. C'était à propos de Robespierre, parce que dans l'éloge et la défense de Robespierre, il y a un point où j'aimerais mettre mon grain de sel, je le transmets aux étudiants, qui est évidemment la question de la liberté de la presse et de tous les débats qui ont lieu de 1789 à 1793, dans un va-et-vient trop méconnu avec la Révolution américaine sur cette question de la presse. Je vous dis ça parce que le 22 novembre
se tient à Paris. Ce sera au Musée social, un colloque organisé à la fois par la Convention de la 6e République, la C6R, qui imite la Convention, la Convention d'initiative républicaine qui avait été faite dans les années 60, et la Société des études robespierristes, pour fêter le 220e anniversaire de la Constitution de 1793. Alors, c'est pas très long, 220, mais bon, voilà. Donc, voilà, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont prévues autour de tout cela. Et pour terminer, puisque le journalisme, son problème, c'est la vérité, et parfois il dérange, j'aime bien souvent rappeler ce mot de Guillemin quand on lui disait « vous êtes un pamphlétaire », il dit « ah, pamphlet », ce mot sert à désigner la vérité qui déplaît. Et juste après, il sortait cette phrase de Robespierre, ce mot pourrait-on dire, c'est la vérité qui est coupable. Merci. Je vois qu'Étienne gratte. Au revoir. Guillemin, il me rend sensible la duplicité des plus riches qui arrivent à nous voler tous les mots dont on a besoin pour organiser notre monde, notre contrat social. Et je pense surtout au mot centre-gauche. La série de conférences sur Thiers et sur le mot centre-gauche, pour moi, résonne à chaque fois avec le Parti Socialiste. Je sens que c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est... Et ça, c'est une révélation, parce que moi, j'ai voté socialiste toute ma vie, quoi, en croyant bien faire, en croyant... Et bon, je réalise tardivement que ils mentent, et ils mentent, ils savent très bien qu'ils mentent depuis le début, c'est des affairistes, ils sont au service des banquiers, c'est pas du tout des gens de gauche, c'est des gens qui sont banquiers, affairistes, spéculateurs, des crapules qui tirent sur les grèves, sur les mineurs en grève, et qui s'appellent centre-gauche. Et Guillemin m'explique, mais c'est exprès, ils se parlent entre eux, ils le savent que c'est pour ça, c'est pour être élus, parce que le suffrage universel, ils sont pour le suffrage universel que si le suffrage universel leur donne le pouvoir à tous les coups. Il y a une conférence de Guillemin sur le fascisme en France où il explique, et je trouve ça décapant, je trouve ça très utile. Il donne sa définition du fascisme en expliquant que le gouvernement représentatif, le suffrage universel, les riches, les puissants, les gens de bien avec un S sont d'accord, tant que le régime, le système de désignation des représentants politiques leur donne à eux le pouvoir. Quand le socialisme vrai, quand les gueux commencent à faire mine de la cariatide, arrivent à bouger et à s'émanciper, alors ils ne sont plus du tout ni démocrates, ni même parlementaires, ni même... Ils ne sont plus pour le suffrage universel, ils deviennent fascistes, c'est-à-dire qu'ils veulent le pouvoir de gré ou de force. Et je trouve que le travail qu'il fait avec ses petits papiers, son travail sur les documents, et toute cette gentillesse, cette honnêteté, ce souci de nous expliquer avec des mots simples les choses les plus importantes, sans perdre le cap de la lutte des classes, quoi. Hein. Ouais, alors on l'appelle comme ça, on l'appelle autrement, mais c'est les riches contre les pauvres. C'est très très utile. Il faut peut-être qu'on trouve un autre mot que riche et pauvre, parce que le pauvre qui deviendrait riche, il est aussi dangereux que le riche actuel. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une question, c'est pas des noms qui sont incriminés, c'est la malfaisance de l'argent et du pouvoir. Trop d'argent ou trop de pouvoir rendent fou. Et notre corps social devrait se prémunir contre les accumulations de pouvoir et de richesse, quels qu'ils soient. Donc quand on dit les riches et les pauvres, c'est les riches du moment, et c'est les ultra-riches, ceux qui sont capables de corrompre le pouvoir politique. Guillemin, il nous aide formidablement à ce travail d'éducation populaire, de prise de conscience, mais vraiment avec des exemples convaincants pour n'importe qui, que si on ne s'en occupe pas nous-mêmes, on ne réglera pas notre problème politique. On n'a pas de problème technique au pluriel, on sait très bien comment régler les crises économiques. Ce n'est pas des crises, c'est des coups d'État, c'est des hold-up bancaires. Donc on n'a pas de problème technique au pluriel, on a un problème politique. Nous n'avons pas de constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Guillemin ne l'a pas dit comme ça, mais tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit,
étaye cette thèse, je trouve, pour moi. Donc l'utilité de Guillemin, c'est de m'aider à convaincre, de m'aider à ce que nous soyons de plus en plus nombreux à devenir comme constituants, comme je vous disais tout à l'heure, à nous occuper enfin, pas forcément de politique tous les jours, parce que ça c'est compliqué, hein, il y a peu de gens qui sont prêts à s'investir pour faire de la politique tous les jours, mais au moins d'être constituants, c'est au moins d'écrire notre contrat social et ensuite de surveiller notre constitution. Et Guillemin, en plus de toute cette exemplarité d'honnêteté et d'exigence par rapport à la vérité, quoi. Et puis on essaye de ne pas se tromper. Hein. En plus de ça, il m'aide beaucoup à ce travail d'éducation populaire dont on a besoin. Voilà, je pense que ça. Plus le temps passe, plus l'éloge est difficile parce qu'il faut trouver des nouvelles. Donc je vais m'appuyer sur ce qui a été dit déjà et peut-être en rajouter une couche plus personnelle. Pour moi, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on est toujours dans les livres érudits, pointus, dans les archives, avec des étudiants, avec des spécialistes. C'est la capacité à fabriquer une réception, à être entendu, à être audible. Donc là, pour un universitaire, le fait que s'enfermer comme ça dans sa tour d'ivoire, dans ses livres, ça peut être dangereux. Et quand j'étais étudiant, le premier texte qui m'a frappé, alors c'était pas Guillemin, mais je pense qu'il aurait retrouvé ses billes, c'est Marc Bloch, qui, dans Les Tranches des Fêtes, en 1940, Marc Bloch, médiéviste, dont Florence a parlé ce matin, grand historien, qui dit voilà, notre génération, au sortir de la Première Guerre mondiale, a choisi de se replier sur son atelier, dégoûté de ce qu'avait été l'histoire, une histoire qui était finalement nationaliste, une histoire qui était au service d'un discours dont on a vu l'horreur absolument hallucinante, qui a marqué toute ma génération, dit-il. Et donc on s'est replié. On s'est replié dans un travail scientifique, érudit. Et on voyait bien pourtant que, à la fin des années 20, au début des années 30, la situation se détériorait. On avait parfaitement conscience des problèmes qui émergeaient, on aurait pu le dire. Mais on n'a pas été ceux qui crient sur la place publique. Guillemin, c'est un peu ça, c'est celui qui crie sur la place publique. C'est Lucioles de Pasolini, c'est des choses qui scintillent alors que partout on est quasiment dans l'obscurité. Et Marc Bloch dit, voilà, si on a eu le courage de nous servir de notre entendement, comme dirait Kant, si on a eu le courage d'être des lumières, comme disait également Kant, si on avait osé dire, en dépit de ce qu'auraient pu dire nos collègues, comment, mais vous êtes un scientifique, vous commencez à enlever la casquette de l'historien pour prendre la casquette du citoyen, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on avait pensé à autre chose que notre carrière, eh bien peut-être qu'on aurait été ceux qui auraient osé crier à ce moment-là ce qu'il y avait à dire, l'urgence du problème, essayer de réveiller au moins un petit peu les personnes qui étaient autour de nous, mais nous ne l'avons pas fait. Et il conclut par quelque chose qui est assez tragique, il dit « Ma génération a du sang sur les mains ». Ma génération a du sang sur les mains, parce qu'on n'a pas été capable de ça. Et donc, Guillemin, celui qui utilise une langue qui est audible, qui diffuse des idées qui sont souvent à contre-courant de ce qui est admis, et qui donc est une espèce de résistant dans un monde où le sens commun médiatique, on va dire, pas forcément de tous les médias, en tout cas le mainstream médiatique nécessite toujours, d'autant plus dans notre époque, ces contre-feux qui sont toujours très difficiles à rendre visibles. C'est un problème de visibilité. Guillemin était quelqu'un qui savait être visible. Et dans Silence aux pauvres, c'est assez frappant de voir à quel point, il a travaillé ça depuis fort longtemps, on voit que c'est quelque chose qui le taraude depuis des années et des années. Ces grandes conférences, il les fait dans les années 60, la fin des années 60, début des années 70, mais ça émerge sous forme d'ouvrages et de pamphlets au moment où, finalement, il y a un consensus
dans la vague dite antitotalitaire, un consensus pour dire que, en gros, la Révolution française est quelque chose de plutôt sale, de plutôt dangereux, et qu'il faudrait éviter de mettre trop sur la place publique, qu'il faudrait surtout l'arrêter avant le 14 juillet de 1789, hein, quasiment. C'était le bicentenaire, c'était le 14 juillet, mais certainement pas le 15. Ça veut dire que Guillemin intervient à un moment donné où il est justement le grain de sable dans le rouage, le caillou dans la chaussure, quelqu'un qui prend la parole, qui bouleverse les habitudes et qui, encore une fois, est ce petit clignotant là qui apparaît au moment où d'autres désespèrent. Hein, travaillant peut-être dans l'érudition, justement, étant enfermé dans les livres, et ne voient pas d'autre horizon à leur travail que simplement l'érudition pour elle-même. Et le dernier point, c'est ce que vous disiez sur la question des perdants. Effectivement, je crois que c'est extrêmement important. Il y a derrière tout ça, quand on met en avant les perdants, il y a l'idée qu'il existe une contre-modernité, il existe une autre représentation de la modernité possible. Et qu'on a été inféodé à un type de modernité qui nous amène finalement aux impasses dans lesquelles nous nous trouvons. Fondé sur le productivisme, fondé sur un certain type de conception de la liberté, et que finalement Guillemin, avec des trajets qui sont peu académiques d'une part, avec une philosophie non plus qui n'est pas celle qui correspond à la philosophie la plus autorisée. Moi je retrouve un peu chez lui ce qui a été mon éducation quand j'étais enfant. J'ai raconté un peu ma vie, mais je viens d'une famille plutôt chrétienne de gauche, plutôt de témoignage chrétien, Mounier, le personnalisme, et Guillemin, c'est en quelque sorte un lien avec cette culture familiale, et Robespierre aussi, que je retrouvais d'ailleurs à ce moment-là, et donc un rapport à la modernité qui n'est pas justement dans cette forme qui a produit pendant 2 siècles, je disais, les impasses dans lesquelles nous nous enfermons, mais qui propose d'autres futurs possibles. Disons qu'il ouvre l'histoire. Il n'enferme pas l'histoire dans un déterminisme et dans des mots qui seraient fort clos, sur lesquels il n'y aurait plus rien à dire, les mots que nous employons de nos jours et qui sont finalement très inefficaces pour dire nos problèmes. Et donc il rend visible ces éléments, et c'est un appui, je pense, considérable pour ceux qui font ce travail d'archéologie, qui consiste à enlever ces couches successives qui ont été accumulées pendant 2 siècles de discours, qui opacifient complètement ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, et nous donne la possibilité donc de redonner du sens, en quelque sorte, à ces mots, et leur redonner un sens et une efficacité, je pense également pour aujourd'hui. Voilà en gros mes représentations. C'est d'ailleurs une des conclusions des conférences qui ont été republiées, là, que cette volonté expresse de retrouver le sens vrai des mots, quoi. On s'est fait avoir, on s'est fait tromper. Etc. Alors, l'autre jour, tout à fait par hasard, je suis tombé sur un livre de Jules Isaac, de Mallet et Isaac. Malgré tout, pour un certain nombre de gens de ma génération, c'était là-dedans que nous avons appris beaucoup de choses. Bon, ce petit livre publié pendant la guerre, tout de suite après les éditions de Minuit, s'appelle Les Oligarques. Et il est sous-titré « Essai d'histoire partiale ». Je fais un petit billet là-dessus, sur un journal en ligne. Et donc, voilà, dans la situation dans laquelle Jules Isaac se trouve, lui, personnellement, la situation dans laquelle la France se trouve, il fait le détour par l'histoire grecque. Et il raconte comment la démocratie athénienne a été détruite par le complot des oligarques. Et il raconte cette histoire. Et c'est vraiment passionnant parce que à chaque instant, évidemment, on a envie de revenir à l'histoire réelle, mais on est dans l'histoire réelle. Il parle de la complicité des intellectuels, et même des plus connus, et même des plus... et il montre comment les possédants, alors Étienne, les riches, il faut bien en parler comme ça, les très riches, les trop riches, ils ne supportent pas, évidemment, d'être dépossédés de leur pouvoir, et quand il se trouve que la démocratie arrive, une forme de démocratie, même si elle est encore imparfaite, il continue
comploter pour essayer de la détruire, quoi. Et ils vont jusqu'où? Ils vont jusqu'à la complicité avec l'ennemi héréditaire, c'est Sparte. Donc c'est la même chose pour les Maurrassiens avec l'Allemagne. Enfin, bon, tout ça. Et c'est vrai que ce livre m'a beaucoup touché parce que qu'un historien avec pas officiel, c'est pas le bon terme, mais reconnu, puisse dire essai d'histoire partiale, là, c'est vraiment une belle chose, quoi. Parce que, évidemment, de quoi les historiens officiels et leur version médiatique, n'est-ce pas, ceux qui font des conférences à la télé, qui ne sont pas les conférences de Guillemin, quoi. Puisqu'à la télé française, il n'y a jamais eu de conférence de Guillemin, et pour cause. Pensez-vous, donc Je ne sais pas, je ne regarde plus la télévision depuis longtemps. Voilà. Qu'il ait pu avoir cette honnêteté de dire ça. Et bon, on pourrait mettre sous les livres de Guillemin, chaque fois, c'est livre d'histoire. Et c'est d'histoire partiale. Et il le revendique, n'est-ce pas? Bon, je pense aussi au livre de... j'ai oublié le nom de cet historien américain qui fait l'histoire de l'Amérique du point de vue des ouvriers. Howard Zinn. Qui est décédé il y a peu. Voilà, qui a un bouquin absolument fabuleux parce que, voilà, ce qu'on apprend de la démocratie exemplaire des États-Unis, c'est que quand il y a une grève un peu sévère, on envoie l'armée, la milice, l'armée, et on tire dans le tas, quoi. Et ça, bon, voilà, il ne faut pas l'oublier. C'est extraordinaire, vous ayez convié Gilles Isaac, parce qu'on est au cœur, je pense, il y a allusion quelque part. J'ai mentionné le Peggy de Guillemin, qui est pour moi un livre presque autobiographique. C'est une bataille entre chrétiens qui réfléchissent à une transcendance qui n'est pas pour demain, qui est comment on est présent au monde. Et Jules Isaac est un témoin primordial sur l'histoire de Peggy. C'était le gamin qui accompagnait Peggy en tant que Peggy était chef ici au quartier latin, chef du service d'ordre, pourrait-on dire, des Dreyfusards, qui allait se battre physiquement contre les anti-Dreyfusards. Et quand le vieux Jules Isaac, qui fonde, après la sortie de la catastrophe, une partie de sa famille disparaîtra en camp, c'est lui qui va frapper au Vatican et qui crée les amitiés judéo-chrétiennes. C'est lui qui bouscule l'Église pour faire ce travail-là. Et il était l'inspecteur général de l'éducation en histoire et tout, etc. Parce qu'ils avaient gardé Mallet, il n'y avait plus de Mallet, mais c'était l'antisémitisme. On ne pouvait pas faire un manuel qui s'appelait Isaac. Donc il fallait un manuel, l'éditeur disait il fallait garder Mallet Isaac. Et c'est Isaac qui faisait le boulot. C'était lui le grand inspecteur général en histoire. Et je dis ça parce qu'il va à la fin des années 50, je crois que ça paraît 59, il meurt en 61-62, grand ami du futur Jean 23. Donc il commence à écrire ses mémoires et il ne fait que le premier tome, et le premier tome est sur Peggy. Et donc on est au cœur de cette histoire qui est une histoire de basculement important. C'est comment l'important, c'est pas ce qu'on croit, c'est qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et je pense que c'est une question qui est aussi de notre présent par rapport à des crispations vis-à-vis d'autres croyances. L'important, c'est pas ce qu'on croit, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et c'est ce qui est arrivé au cœur du catholicisme, et que des personnages avec des moments différents et des âges différents, comme Peggy ou comme Guillemin, illustrent, je dis ça ici à l'Institut catholique. Oui, et comme Marc Sangnier qui est de l'autre côté, il n'est pas loin non plus. Et Dieu sait que dans le travail de Guillemin, au moins pendant toute une grande partie, il est vraiment, enfin, il met en œuvre aussi des indications de Marc Sangnier. Ça, il faut regarder bien le travail de Jeanne Caron sur le sillon pour se rendre compte de ça, qu'il est un pur produit. Et il y a une chose qui m'a vraiment, vraiment ému dans le dernier texte qui a été publié, inédit, il y en aura d'autres qui viendront, mais sur la guerre du Golfe. C'est donc vraiment un texte écrit vraiment très peu de temps avant la mort d'Henri. Le dernier mot, c'est Marc Sangnier. C'est étonnant, pour plus d'un titre, tu te rends compte. Voilà. Serge. Pardon. Je connais pas très bien Guillemin, que je découvre depuis quelque temps, et je suis frappé par son enthousiasme. Je pense que c'est un mot que vous aurez aimé, parce que c'est le théos, et cet enthousiasme
Révolution, c'est un regard qu'on peut ne pas partager. J'aurais voulu le rencontrer, j'aurais voulu lui parler, j'aurais voulu profiter de son expérience, j'aurais voulu aussi communiquer ce que j'ai découvert de mon côté et tenter de répondre à des interrogations qui ont été les siennes, en particulier sur Robespierre, et pouvoir ensemble trouver effectivement des réponses, des ébauches de réponses déjà, comme ce que j'ai exposé tout à l'heure, et notamment sur cette légende noire, en fait, construite bien avant le Thermidor, puisque plusieurs mois avant la chute de Corruptible, un complot s'était organisé, et déjà, on avait soulevé à la Convention la question de savoir si Robespierre et quelques députés devraient accompagner une garde prétorienne. Et cette question-là qui est passée inaperçue, qui est intervenue à la suite des soi-disant complots de Cécile Renaud et de Henri Admiral contre des députés, Cécile Renaud étant supposée une jeune fille de 19 ans illettrée, étant supposée avoir voulu attenter à ses jours, qui à mon avis est un montage policier, destiné justement à préparer ce débat sur la garde prétorienne et sur la fuite des tyrans. Et cette constance chez ses ennemis a déjà présenté comme un dictateur. On le retrouve y compris dans la presse étrangère qui, à l'époque, dans toute l'Europe, circule dans toute l'Europe, et se polarise véritablement sur Robespierre et en fait une figure repoussante. Et les Thermidoriens ont donc à se servir de ce terrain déjà tout préparé pour effectivement asseoir cette fameuse légende qu'on connaît. Voilà, pour moi, Guillemin, c'est le regret de ne pas l'avoir connu. Je mesure à quel point il a dû entraîner la curiosité de peut-être de jeunes lecteurs à s'intéresser à la Révolution, à se poser des vraies questions sur des sujets essentiels, puisque la Révolution, c'est probablement peut-être là où la citoyenneté peut véritablement prendre une dimension telle qu'elle devrait avoir. Et c'est cette personnalité de Guillemin qui me séduit, qui fait que je vais maintenant suivre tout ce qu'on dira sur lui et je le lirai avec beaucoup d'attention. Bon, c'est bien, bravo. Il était ça.